Erika n'arrivait pas à respirer normalement depuis des heures. Ce n'était pas seulement la fatigue, ni même le choc accumulé de ces derniers jours, mais une sensation plus profonde, presque primitive, comme si son corps refusait encore de croire qu'elle était libre. Chaque bruit trop soudain la faisait sursauter. Chaque silence lui paraissait suspect. Elle avait beau être entourée de visages connus, de voix familières, une partie d'elle restait enfermée ailleurs, dans cette pièce sombre où le temps s'était dissous, où Mathieu avait existé comme une ombre menaçante. Elle revoyait tout par fragments. Des gestes brusques, une respiration trop proche, le poids de la peur qui écrasait sa poitrine. Même maintenant, alors qu'elle était assise au spoon, elle sentait parfois ses doigts se crisper sans qu'elle ne sache pourquoi. Bar lui parlait, doucement, comme on parle à quelqu'un qui pourrait se briser à tout instant. Basile était là aussi, trop silencieux, trop tendu, comme s'il portait un secret dont le poids devenait insupportable. Erika ne le regardait pas vraiment. Elle n'osait pas encore. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Karim observait un rapport posé devant lui sans vraiment le lire. Les mots étaient clairs, factuels, froids. Un homme retrouvé mort dans un appartement loué sous un faux nom. Aucune trace d'effraction, des signes évidents de lutte. Et un couteau, toujours ce couteau. Il savait déjà que ce détail allait tout changer. Il savait aussi que cette enquête ne serait pas comme les autres. Parce qu'Erika était impliquée, de près ou de loin, et que lorsqu'une victime devient suspecte, la frontière morale se brouille dangereusement. Karim inspira profondément avant de saisir son téléphone. Il n'aimait pas ce qu'il allait faire, mais il n'avait pas le choix. Certaines nouvelles ne se donnent pas par message, encore moins par appel impersonnel. Lorsqu'Erika décrocha, sa voix était déjà fragile, et Karim sentit immédiatement que la suite serait brutale. Il lui demanda simplement de venir au commissariat. Rien de plus, pas un mot de trop. De l'autre côté du fil, Erika comprit que quelque chose venait de basculer. Bar, en la voyant pâlir, se leva sans poser de questions. Il l'accompagnerait, il ne la laisserait pas affronter ça seule. Sur le trajet, Erika resta noter ce détail précis. Son cœur battait trop vite, mais son esprit, lui, semblait figé. Elle se répétait une seule chose, en boucle, elle n'avait rien fait. Elle n'avait rien fait. Mathieu était derrière elle, oui, elle avait couru, elle s'était échappée, mais elle n'avait pas levé la main contre lui. Pourtant, une inquiétude sourde commençait à s'insinuer. Le couteau, ce couteau qu'elle reconnaîtrait entre mille. Au commissariat, Karim ne tourna pas autour du pot. Il annonça la mort de Mathieu avec cette retenue professionnelle qui n'enlève rien à la violence de l'impact. Erika sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une part d'elle fut envahie par un soulagement coupable, immédiatement suivi d'une vague de honte. Elle détestait ce mélange d'émotions contradictoires. Elle nia aussitôt toute implication, la voix tremblante mais ferme. Karim l'écoutait, attentif, sans la juger, mais sans lui accorder non plus le bénéfice du doute. Il posa le couteau sur la table. Erika se figea. Elle le reconnut immédiatement. Ce n'était pas une arme quelconque, c'était celui qu'elle avait confisqué à un élève, des jours plus tôt. Elle expliqua tout, précisant qu'elle l'avait repris avant de se rendre au rendez-vous avec Mathieu. À mesure qu'elle parlait, elle sentait l'étau se resserrer. Chaque détail, même anodin, pouvait désormais se retourner contre elle. Karim nota, observa, mais ne conclut rien. Pas encore. Dans le même temps, l'enquête avançait sur d'autres fronts. Bar, interrogé à son tour, put compter sur des témoignages solides. Plusieurs clients du Spoon confirmaient qu'il ne s'était absenté que quelques minutes. Trop peu pour commettre un meurtre. Peu à peu, son nom commençait à se détacher de la liste des suspects. Mais cela ne faisait qu'accentuer la pression sur les autres. Basile, Marceau, deux noms qui revenaient sans cesse, sans preuve formelle, mais avec trop de zones d'ombre pour être ignorés. Basile, justement, sentait que quelque chose lui échappait. Son téléphone, laissé à l'appartement, avait cessé de borner à un moment clé. Une simple panne de batterie, en apparence anodine, mais qui, dans ce contexte, devenait une anomalie lourde de sens. Erika, lorsqu'elle l'apprit, sentit une nouvelle vague d'angoisse l'envahir. Elle avait peur pour lui. Et pour Marceau, parce qu'elle savait, au fond, que l'enquête finirait par se rapprocher dangereusement de leur cercle. Pendant ce temps, ailleurs, la vie continuait de suivre son cours, presque indécente dans sa normalité. À l'hôpital, Fred soufflait ses bougies entouré de Gabriel et Victoire. Une petite célébration, légère en apparence, mais marquée par un non-dit pesant. Fred parlait déjà d'avenir, de projet, d'une escapade en Corse, comme pour repousser quelque chose qu'il refusait encore d'affronter. Victoire souriait, sans savoir qu'une partie essentielle de la vérité lui était toujours cachée. Samuel, lui, observait la scène avec une inquiétude croissante. Plus tard, croisant Fred près d'une pharmacie, Samuel tenta une nouvelle fois de le confronter à son silence. Pourquoi ne pas parler? Pourquoi attendre encore? La réponse de Fred fut sèche, presque agressive.
Il renvoya Samuel à ses propres erreurs passées avec Victoire, comme si cela justifiait tout le reste. Le malaise entre eux s'épaissit, nourri par des rancœurs anciennes et une vérité qui continuait de pourrir en silence. À la villa, William ne parlait que d'Orso. Encore et encore. Swazik, las de cette obsession qui tournait en boucle, tenta de changer les idées de son compagnon en proposant un dîner convivial. Gloria et Adam seraient là. Une tentative presque désespérée de réintroduire de la légèreté là où tout semblait s'enliser. Le repas se déroula dans une ambiance étrangement douce, ponctuée de souvenirs musicaux, de références à une jeunesse partagée. Adam, pourtant, se sentait à l'écart, comme s'il observait un monde auquel il n'appartenait pas vraiment. Mais c'est du côté d'Erika que la tension atteignait son paroxysme. De retour chez elle, incapable de trouver le sommeil, elle tenta de s'occuper l'esprit. Nettoyer, ranger, n'importe quoi pour empêcher les images de revenir. Elle revoyait sa captivité, la peur constante, cette impression d'être piégée dans une réalité qui ne lui appartenait plus. Et surtout, elle pensait à Basile, à son regard fuyant, à son silence inhabituel. C'est alors que tout bascula. Basile la rejoignit, le visage fermé, les traits tirés par une fatigue qui n'avait rien de physique. Il hésita longtemps avant de parler, comme s'il cherchait encore une échappatoire. Lorsqu'il avoua enfin, sa voix était presque étrangère. Il lui dit qu'il avait voulu l'aider, qu'il croyait qu'elle était encore retenue, que tout était allé trop vite, que la lame s'était retournée contre Mathieu. Erika sentit son cœur s'arrêter. Les mots résonnaient sans qu'elle parvienne immédiatement à les comprendre. Basile venait de lui dire qu'il avait tué Mathieu. Pas par haine, pas par préméditation, mais par peur, par amour. Elle le regardait, incapable de parler, tandis qu'il continuait, cherchant désespérément une solution, une issue qui n'existait peut-être déjà plus. Il lui demanda ce qu'il devait faire. Il lui demanda de l'aider. À ce moment-là, Erika comprit que sa vie venait de changer irréversiblement. Elle savait, et savoir, désormais, la rendait coupable. Complice. Les mots lui échappèrent presque malgré elle, portée par le choc et la panique. Maintenant qu'elle était au courant, elle était sa complice. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que cette confession n'était pas aussi intime qu'il le croyait. À distance, dissimulé dans l'ombre, Marceau avait tout entendu. Chaque mot, chaque aveu. Il resta immobile, le souffle court, tandis que la vérité s'abattait sur lui avec une violence inouïe. Son oncle venait d'avouer un meurtre. Et lui seul en était le témoin. Marceau comprit alors que le plus difficile ne serait pas de vivre avec ce secret, mais de décider quoi en faire. Dénoncer Basile, c'était le condamner. Se taire, c'était devenir complice à son tour. Et dans ce silence chargé de conséquences, une question s'imposait déjà, implacable, jusqu'où serait-il prêt à aller pour protéger sa famille ? Marceau resta longtemps immobile après avoir surpris les aveux. Son corps était là, figé dans l'ombre, mais son esprit, lui, s'était déjà emballé à une vitesse vertigineuse. Chaque phrase de Basile se répétait dans sa tête avec une précision cruelle, comme si le moindre mot s'était gravé dans sa mémoire à jamais. Il aurait voulu ne rien avoir entendu. Il aurait voulu que ce moment n'ait jamais existé. Mais la vérité était là, brutale, irrévocable, et elle faisait désormais de lui un acteur silencieux d'un drame qui le dépassait. Pendant ce temps, Erika se sentait écrasée par le poids de ce qu'elle venait d'apprendre. Elle avait cru survivre au pire. Elle avait cru que s'échapper de la captivité de Mathieu marquerait la fin de l'horreur. Mais cette confession venait d'ouvrir une nouvelle prison, invisible celle-là, faite de peur, de loyauté forcée et d'une culpabilité qui n'était pas la sienne mais qu'elle portait pourtant déjà. Elle regardait Basile, cet homme qu'elle connaissait depuis si longtemps, et elle ne reconnaissait plus vraiment son visage. Il n'était plus seulement celui qui l'avait soutenu. Il était devenu un meurtrier. Et elle, par la simple connaissance de cet acte, venait de basculer de l'autre côté de la ligne. Basile, lui, oscillait entre soulagement et panique. Soulagement d'avoir enfin dit la vérité, d'avoir cessé de mentir à Erika par omission. Panique absolue en réalisant que ces mots venaient peut-être de sceller leur destin à tous les deux. Il scrutait le moindre mouvement, le moindre bruit, comme si le danger pouvait surgir à tout instant. Il ignorait encore que ce danger avait déjà pris la forme d'un témoin silencieux, à quelques mètres de là. Au commissariat, l'enquête prenait une tournure plus précise. Karim relisait les éléments un à un, cherchant la faille, le détail qui ferait basculer la balance. L'appartement loué sous un faux nom n'était pas un hasard. C'était une précaution. Quelqu'un avait anticipé. Mathieu n'était pas simplement un ravisseur improvisé. Il avait préparé son terrain. Cette certitude rendait sa mort encore plus trouble. Karim se demandait si l'homme avait sous-estimé la personne qui se dresserait face à lui ce soir-là. Les résultats préliminaires confirmaient l'absence d'effraction. La lutte avait été violente, désordonnée, marquée par une proximité extrême entre la victime et son agresseur.
Rien ne collait avec un scénario prémédité. Tout évoquait un geste désespéré, presque instinctif. Pourtant, Karim savait que la justice ne se nourrit pas d'intentions supposées. Elle se nourrit de faits. Et pour l'instant, les faits désignaient toujours le même cercle restreint. Il convoqua à nouveau Erika dans son esprit, repensant à son regard lorsqu'il avait posé le couteau devant elle. Elle n'avait pas joué la comédie. Il en était convaincu, mais la sincérité n'innocente pas automatiquement. Elle complique, elle brouille, elle rend l'enquête plus humaine et donc plus douloureuse. Au Spoon, l'atmosphère avait changé. Même innocenté, Barr sentait que quelque chose s'était fissuré autour de lui. Les regards étaient différents, plus lourds. Les conversations s'interrompaient lorsqu'il approchait. Il avait beau être hors de cause, l'ombre du drame continuait de planer sur son établissement. Il pensait à Erika, à son état fragile, et se demandait comment elle tenait encore debout. Il était loin d'imaginer à quel point la vérité venait de la rattraper. Dans un autre coin de la ville, Fred tentait de maintenir une façade qui commençait à se fissurer. Chaque remarque de Samuel résonnait comme un rappel brutal à la réalité qu'il fuyait. Il voulait choisir le bon moment pour parler à Victoire, mais ce moment semblait reculer à mesure que la peur grandissait. La peur de la perdre. La peur d'être perçue autrement. La peur, tout simplement. Et dans ce silence prolongé, la distance avec Victoire se creusait imperceptiblement. Victoire, de son côté, ressentait un malaise qu'elle n'arrivait pas à nommer. Fred était là, présent, attentionné, mais quelque chose sonnait faux. Un regard fuyant, une tension inhabituelle. Elle mettait cela sur le compte de la fatigue, sans se douter qu'un secret aussi lourd que celui de Fred ne pouvait rester longtemps enfoui sans conséquence. Chez Swazik, la discussion avec William avait pris une tournure presque absurde. Son obsession pour Orso frôlait le ridicule, et pourtant, derrière cette fixation, Swazik percevait une inquiétude plus profonde, presque existentielle. William semblait chercher un sens, un point d'ancrage, comme si ce bébé cristallisait toutes ses peurs et ses espoirs à la fois. Gloria observait, amusée mais lucide, tandis qu'Adam se sentait de plus en plus décalé, dépassé par des conversations qui lui semblaient appartenir à un autre monde. Mais l'épicentre du drame restait ailleurs. Marceau, enfermé dans sa solitude, n'arrivait pas à se détacher de ce qu'il avait entendu. Il repassait la scène en boucle, cherchant un détail qui pourrait atténuer la gravité des faits. Rien, tout était limpide. Basile avait tué Mathieu. Par accident, peut-être. Par nécessité, sûrement. Mais aux yeux de la loi, ces nuances pèseraient peu. Il pensa à son oncle, à l'homme qu'il avait toujours connu, parfois excessif mais profondément loyal. Il pensa aussi à Erika, déjà si éprouvée, désormais prise au piège d'un secret qui n'était pas le sien. Et enfin, il pensa à lui-même. À ce qu'il deviendrait s'il gardait le silence. À ce qu'il perdrait s'il parlait. Dans l'appartement, Erika et Basile étaient désormais liés par quelque chose de plus fort que la peur, une responsabilité commune. Chaque geste devenait calculé, chaque mot pesé. Erika sentait une colère sourde monter en elle, non pas contre Basile, mais contre la situation, contre Mathieu, contre ce destin qui semblait s'acharner à lui refuser toute forme de paix. Elle se demanda fugitivement si se taire était vraiment la seule option. Mais aussitôt, l'image de Basile menotté, brisée, s'imposa à elle. Et elle sut qu'elle n'était pas prête à en assumer les conséquences. Au même moment, Karim recevait de nouvelles informations. Le téléphone de Basile, éteint trop tôt, trop précisément, devenait un élément clé. Une coïncidence, peut-être, mais l'expérience lui avait appris que les coïncidences s'accumulent rarement par hasard. Il sentit l'étau se resserrer lentement autour de ce nom, sans encore pouvoir prouver quoi que ce soit. Et tandis que la nuit avançait, chacun avançait à l'aveugle, convaincu de contrôler la situation, sans savoir que le moindre faux pas suffirait à tout faire s'effondrer. Le drame n'était plus seulement une affaire de meurtre. Il était devenu une affaire de choix. Et ces choix, tôt ou tard, exigeraient un prix. La nuit n'apporta aucun répit. Elle s'étira au contraire comme une épreuve silencieuse, laissant chacun seul face à ses pensées, sans refuge possible. Marceau n'avait presque pas dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la scène, non pas celle du meurtre, qu'il n'avait pas vue, mais celle, peut-être plus violente encore, de l'aveu. Les mots de Basile continuaient de résonner dans sa tête avec une clarté insupportable. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune zone floue à laquelle se raccrocher. Ce qu'il avait entendu était une vérité nue, impossible à ignorer. Au petit matin, Marceau se regarda longuement dans le miroir. Il chercha sur son visage un signe, une trace visible de ce fardeau qu'il portait désormais. Mais rien. Extérieurement, il était le même. Intérieurement, tout avait changé. Il savait que, quoi qu'il décide, il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Se taire, c'était accepter de vivre avec un mensonge permanent.
Parler, c'était détruire irrémédiablement un lien familial. Et dans cette équation impossible, aucune solution ne lui semblait juste. Pendant ce temps, Erika se réveillait avec une boule au ventre. La confession de Basile avait transformé son soulagement initial en une angoisse sourde et constante. Elle avait survécu à Mathieu, mais le spectre de sa mort planait désormais au-dessus d'elle comme une menace permanente. Elle se sentait sale, contaminée par un crime qu'elle n'avait pas commis mais qu'elle portait malgré elle. Chaque bruit dans l'appartement la faisait sursauter, chaque vibration de téléphone la paralysait. Elle redoutait l'appel de Karim plus que tout, persuadée que le filet se refermait lentement. Basile, lui, oscillait entre deux états extrêmes. Par moments, il se persuadait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Qu'il n'avait pas eu le choix. Qu'il avait sauvé Erika, même si le prix à payer était terrible. À d'autres instants, la culpabilité l'écrasait brutalement, le laissant vidé, incapable de réfléchir. Il repensait sans cesse au moment précis où tout avait basculé, à ce geste qu'il n'avait pas maîtrisé, à cette seconde irréversible où sa vie avait changé de trajectoire. Dans le même temps, au commissariat, Karim poursuivait son travail avec une rigueur presque mécanique. Il savait que l'émotion pouvait brouiller le jugement, et il refusait de se laisser entraîner sur ce terrain. Les faits, encore les faits. Le faux nom de Mathieu, l'absence d'effraction, le couteau, la chronologie des déplacements. Chaque élément, pris isolément, semblait explicable. Mais ensemble, ils dessinaient un schéma de plus en plus inquiétant. Karim sentait qu'il se rapprochait de la vérité, même s'il ne parvenait pas encore à la saisir complètement. Il interrogea de nouveau les proches d'Erika, cherchant à comprendre les dynamiques, les tensions, les non-dits. Barr, désormais hors de cause, coopérait sans la moindre réticence. Il parlait d'Erika avec une sincérité désarmante, décrivant sa fragilité, son épuisement, sa peur persistante. Rien, dans son discours, ne laissait penser qu'elle aurait pu tuer de sang-froid. Karim en prenait note, conscient que ces témoignages joueraient un rôle crucial plus tard. Ailleurs, la situation de Fred continuait de se compliquer. Son secret médical pesait de plus en plus lourd, et chaque instant passé auprès de Victoire sans lui dire la vérité lui donnait l'impression de la trahir un peu plus. Samuel, de son côté, perdait patience. Il voyait clairement que le silence de Fred n'était plus une simple hésitation, mais une fuite. Les tensions entre les deux hommes s'exacerbaient, nourries par des reproches anciens et des blessures mal refermées. Victoire, sans connaître la nature exacte du problème, ressentait cette distance grandissante. Elle se surprenait à douter, non pas de l'amour de Fred, mais de sa sincérité. Elle se demandait ce qu'il pouvait bien cacher pour se murer ainsi dans le silence. Et ce doute, insidieux, commençait à fragiliser leur relation, installant une méfiance qu'elle n'aurait jamais imaginée quelques semaines plus tôt. Chez Swazik, l'ambiance restait étrange. William semblait incapable de parler d'autre chose que d'Orso, comme si ce bébé concentrait toutes ses angoisses. Swazik tentait tant bien que mal de le ramener à une réalité plus équilibrée, mais elle sentait qu'il glissait doucement vers une obsession qui risquait de le couper des autres. Gloria, observatrice lucide, se contentait de commenter avec ironie, tandis qu'Adam, de plus en plus mal à l'aise, cherchait sa place dans cet univers d'adultes en crise. Mais c'est autour de Marceau que l'étau se resserrait véritablement. Plus les heures passaient, plus le poids de son silence devenait insupportable. Il observait Basile, tentant de déceler un signe de remords, une faille, quelque chose qui pourrait justifier son silence. Il voyait aussi Erika, déjà si éprouvée, se débattre avec une peur qu'elle ne méritait pas. Et il comprenait que, quelle que soit sa décision, quelqu'un souffrirait. À un moment, l'idée de tout dire à Karim traversa son esprit avec une clarté glaçante. Il imagina la scène, l'interrogatoire, les aveux, les menottes, la chute brutale. Il imagina aussi le regard d'Erika, ce mélange de trahison et de désespoir qu'elle ne pourrait jamais lui pardonner. Cette perspective le paralysa. Il n'était pas prêt à endosser ce rôle. Pas encore. De son côté, Karim recevait de nouveaux éléments techniques. Le téléphone de Basile, éteint à un moment trop précis, continuait de l'intriguer. Ce détail, qui pouvait sembler anodin, prenait une importance démesurée à mesure que l'enquête avançait. Karim savait que ce genre de coïncidence finissait toujours par trouver une explication. Et il était déterminé à la découvrir. Alors que la journée avançait, chacun semblait suspendu à un fil invisible. Les secrets s'accumulaient, les mensonges s'épaississaient, et la vérité, tapie dans l'ombre, n'attendait qu'une occasion pour éclater. Le meurtre de Mathieu n'était plus seulement une affaire judiciaire. Il était devenu le révélateur brutal des failles de chacun, mettant à nu des loyautés fragiles et des consciences en lutte. Et tandis que Marceau continuait d'hésiter, une chose devenait de plus en plus évidente, le silence n'était pas une solution durable.
Ce n'était qu'un sursis. Un sursis qui, tôt ou tard, prendrait fin, laissant derrière lui des vies irrémédiablement brisées. La pression devenait presque physique. Elle s'infiltrait dans les gestes, dans les silences, dans les regards qui duraient une seconde de trop. Erika avait l'impression de marcher sur un sol instable, prête à s'effondrer au moindre faux pas. Elle se surprenait à surveiller ses propres paroles, à mesurer chaque phrase avant de la prononcer, comme si le moindre mot pouvait la trahir. Cette vigilance permanente l'épuisait plus encore que la peur elle-même. Basile, de son côté, donnait le change tant bien que mal. En apparence, il continuait à jouer son rôle, à répondre aux questions banales, à feindre une normalité qui n'existait plus. Mais à l'intérieur, tout s'écroulait. Chaque fois qu'il croisait un uniforme, chaque fois qu'il entendait le nom de Mathieu, son corps se raidissait malgré lui. Il savait que ce qu'il avait fait ne pourrait pas rester enfoui éternellement. Il se demandait simplement quand la vérité surgirait, et sous quelle forme. Marceau observait tout cela avec une lucidité douloureuse. Plus il regardait son oncle et Erika, plus il prenait conscience de l'ampleur du piège dans lequel il s'était enfermé. Il comprenait désormais que son silence n'était pas neutre. Il avait des conséquences. Chaque minute qui passait renforçait l'engrenage, rendant toute sortie plus brutale encore. Il se sentait responsable, sans savoir exactement de quoi, du crime, du mensonge, ou simplement de cette vérité qu'il retenait prisonnière. Pendant ce temps, au commissariat, Karim sentait que quelque chose lui échappait encore. Il avait l'intuition que l'affaire était plus simple qu'elle n'en avait l'air, et en même temps terriblement plus humaine. Les profils ne correspondaient pas à un scénario classique. Rien ne ressemblait à un meurtre prémédité. Tout parlait d'un enchaînement incontrôlé, d'une réaction désespérée. Mais l'instinct, aussi fin soit-il, ne suffisait pas. Il lui fallait une faille. Un élément qui ferait tomber les masques. Il décida de creuser davantage du côté de l'entourage de Basile. Sans l'accuser frontalement, il posa des questions plus ciblées, cherchant à comprendre ses déplacements, ses réactions, ses silences. Chaque réponse semblait cohérente, mais trop lisse, trop maîtrisée. Karim avait appris à se méfier de cette perfection apparente. Souvent, c'était là que se cachait la vérité. Dans un autre registre, Fred atteignait lui aussi un point de rupture. Son secret médical devenait trop lourd à porter seul. Les remarques de Samuel, bien que maladroites, touchaient juste. Il savait qu'en continuant ainsi, il risquait de perdre Victoire sans même lui avoir laissé la chance de comprendre. Pourtant, à chaque tentative d'aborder le sujet, les mots se bloquaient dans sa gorge. La peur prenait le dessus, encore et toujours. Victoire, elle, oscillait entre inquiétude et colère contenue. Elle se sentait tenue à l'écart, comme si une partie de la vie de Fred lui échappait volontairement. Ce sentiment d'exclusion la blessait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle se demandait si ce silence était une protection, ou une forme de mépris inconscient. Et cette question commençait à fragiliser ce qu'elle croyait solide. Chez Swazik, la patience atteignait aussi ses limites. L'obsession de William pour Orso n'était plus seulement agaçante, elle devenait préoccupante. Elle avait le sentiment qu'il utilisait ce sujet comme un refuge, un moyen d'éviter de regarder ses propres fragilités en face. Gloria tentait de dédramatiser, mais même elle percevait que quelque chose clochait. Quant à Adam, il se sentait de plus en plus spectateur d'un monde d'adultes en plein déséquilibre, sans savoir comment y trouver sa place. Mais c'est dans l'esprit de Marceau que la tempête faisait rage. Plus il avançait dans la journée, plus la certitude s'imposait. Garder le silence revenait à mentir activement. Il se demandait si Basile aurait le courage de se dénoncer lui-même. Il en doutait, pas par lâcheté, mais parce que reconnaître cet acte signifierait perdre absolument tout. Et il comprenait cette peur, même s'il la réprouvait. À un moment, Marceau croisa le regard d'Erika. Un regard chargé d'angoisse, de fatigue, mais aussi d'une forme de supplique muette. Elle ne savait pas qu'il avait tout entendu, mais quelque chose passait malgré tout. Une intuition, peut-être. Marceau détourna les yeux, incapable de soutenir ce poids supplémentaire. Il comprit alors que le secret commençait déjà à les séparer, à créer une distance invisible mais irréversible. Au commissariat, Karim reçut un nouveau rapport technique. Rien de spectaculaire, rien de décisif. Et pourtant, un détail attira son attention. Une incohérence minuscule dans la chronologie. Une plage de temps trop floue. Il sentit une montée d'adrénaline familière. Il était sur une piste. Peut-être pas encore une preuve, mais suffisamment pour resserrer l'étau. La soirée approchait, et avec elle cette sensation que quelque chose allait céder. Les mensonges ne tenaient plus que par la force de la peur. Les silences devenaient trop lourds. Chacun, à sa manière, se préparait inconsciemment à l'impact. Erika, en tentant de se convaincre qu'elle protégeait quelqu'un. Basile, en se répétant qu'il n'avait pas eu le choix. Marceau, en cherchant encore la bonne décision. Karim, en avançant pas à pas vers une vérité qu'il sentait désormais toute proche.
Rien n'était encore révélé, mais plus personne n'était vraiment innocent. Le temps semblait s'accélérer tout en devenant paradoxalement plus lourd à supporter. Erika avait l'impression que chaque minute ajoutait une couche supplémentaire à l'étau qui se refermait autour d'elle. Elle n'arrivait plus à distinguer ce qu'elle faisait par instinct de survie et ce qu'elle faisait par loyauté. Cette confusion la rongeait. Elle se demandait souvent si Mathieu, même mort, n'avait pas réussi à la piéger une dernière fois, en la forçant à vivre dans la peur et le mensonge. Basile, lui, était entré dans une forme de dissociation. Il continuait à parler, à rire parfois, mais ses gestes n'étaient plus que des automatismes. À l'intérieur, il se revoyait sans cesse dans cet appartement, dans ce chaos brutal où tout avait basculé en quelques secondes. Il se répétait qu'il avait voulu sauver Erika, que son geste n'était pas celui d'un homme mauvais. Mais ces justifications, qu'il martelait intérieurement, perdaient peu à peu leur pouvoir apaisant. La culpabilité, silencieuse mais persistante, finissait toujours par reprendre le dessus. Marceau observait cette dérive avec une inquiétude croissante. Il voyait son oncle se fissurer, malgré les efforts pour masquer son trouble. Et il comprenait que plus Basile s'enfonçait, plus le risque augmentait qu'il commette une erreur irréparable. Un mot de trop, un geste maladroit, un regard mal contrôlé. Marceau savait que l'enquête n'avait pas besoin d'une confession spectaculaire. Parfois, la vérité surgissait simplement parce que quelqu'un n'avait plus la force de mentir. Au commissariat, Karim passait de longues heures à reconstituer la chronologie précise de la soirée. Chaque appel, chaque déplacement, chaque silence devenait un indice potentiel. Il avait désormais la conviction intime que le meurtre n'était pas prémédité. Mais il savait aussi que cette conviction ne suffirait pas à protéger celui qui avait porté le coup. La loi ne faisait pas de distinction entre une lame brandie par colère ou par désespoir. Elle jugeait l'acte, pas l'intention. Karim repensait souvent à Erika, à son regard au moment où il lui avait annoncé la mort de Mathieu. Il y avait vu un mélange de soulagement, de peur et de honte qui ne trompait pas. Elle ne mentait pas sur le fond, mais elle cachait quelque chose. Et ce quelque chose, Karim en était certain, ne la concernait pas uniquement. Il commençait à envisager l'hypothèse d'une protection. Une protection maladroite, dangereuse, mais profondément humaine. Pendant ce temps, la situation de Fred atteignait un point critique. Le poids de son secret médical devenait intenable, et il sentait que Victoire n'était plus dupe. Les silences s'accumulaient, les regards se durcissaient. Fred voulait parler, mais il redoutait le moment précis où les mots sortiraient. Il craignait moins la vérité que les conséquences émotionnelles de cette vérité. Samuel, de plus en plus excédé, n'hésitait plus à le confronter frontalement, convaincu que ce mutisme ne faisait qu'aggraver la situation. Victoire, elle, oscillait entre compassion et colère rentrée. Elle avait l'impression qu'on la traitait comme une étrangère dans sa propre relation. Cette sensation d'être tenue à distance réveillait en elle des blessures anciennes, des peurs qu'elle croyait pourtant dépassées. Elle se demandait si elle devait continuer à attendre, ou exiger enfin des réponses, quitte à provoquer une rupture. Chez Swazik, l'ambiance devenait de plus en plus tendue. William, toujours obsédé par Orso, semblait incapable de prendre du recul. Swazik percevait cette fixation comme un symptôme plus profond, une manière pour lui de canaliser une angoisse qu'il refusait d'affronter directement. Gloria tentait d'apporter une légèreté bienvenue, mais même son ironie ne suffisait plus à masquer le malaise. Adam, quant à lui, se sentait presque invisible, comme si les préoccupations des adultes le reléguaient au second plan. Mais le cœur du drame restait concentré autour de Marceau. Plus il avançait, plus il sentait que son silence le transformait peu à peu. Il devenait nerveux, irritable, sur la défensive. Chaque interaction avec Karim le mettait sur le qui-vive, même lorsque l'inspecteur ne s'adressait pas directement à lui. Il avait conscience que cette tension finirait par se voir. Et cette prise de conscience le terrorisait. Un soir, seul, Marceau se surprit à envisager l'impensable, se confier à quelqu'un. Pas forcément à la police. Peut-être à Erika, peut-être pour lui dire qu'il savait. Mais aussitôt, cette idée fut balayée par une peur viscérale. Avouer qu'il avait entendu, c'était déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. C'était aussi risquer de perdre définitivement la confiance de ceux qu'il aimait. Karim, de son côté, sentait qu'il approchait d'un point de bascule. Les incohérences, jusque-là diffuses, commençaient à dessiner un motif plus net. Il ne savait pas encore qui craquerait en premier, mais il savait que cela arriverait. Les affaires de ce genre ne se terminaient jamais dans le silence. Toujours, quelqu'un finissait par parler. Par erreur, par fatigue, ou par besoin de soulager sa conscience. Et alors que la nuit tombait à nouveau sur 7, une certitude s'imposait à tous, même inconsciemment, le temps des demi-vérités touchait à sa fin. Les choix faits jusqu'ici allaient bientôt exiger leur prix.
Et personne ne sortirait indemne de ce qui s'annonçait. Le jour se leva sur une ville qui semblait retenir son souffle. À 7, tout paraissait identique, et pourtant, sous cette normalité trompeuse, les lignes de fracture s'élargissaient. Erika se sentait à bout. Elle n'avait presque pas dormi, hantée par la peur qu'un détail lui échappe, qu'un mot de trop fasse tout basculer. Elle se demandait parfois si elle n'était pas déjà en train de payer le prix de son silence, même avant que la vérité n'éclate. Cette impression d'être constamment sur le fil la vidait de toute énergie. Basile, lui, n'arrivait plus à se mentir complètement. Les justifications qu'il s'était répétées en boucle commençaient à perdre de leur efficacité. Il se surprenait à imaginer ce que serait une vie après les aveux, la prison, la chute sociale, le regard des autres. Cette perspective l'effrayait autant qu'elle le soulageait. Parce qu'au fond, une partie de lui aspirait à ce que tout s'arrête. À ce que la course folle prenne fin, quelle qu'en soit l'issue. Marceau observait cette lente dégradation avec une angoisse croissante. Il voyait bien que Basile était au bord de la rupture. Et il comprenait que, si son oncle craquait, la situation deviendrait incontrôlable. Marceau se sentait piégé par sa propre passivité. Plus il attendait, plus sa responsabilité grandissait. Il ne pouvait plus se cacher derrière l'excuse du choc ou de la confusion. Désormais, son silence était un choix. Et ce choix le rongeait. Au commissariat, Karim sentait que l'affaire entrait dans sa phase décisive. Les éléments s'alignaient, lentement mais sûrement. La chronologie devenait plus claire, les zones d'ombre se réduisaient. Il n'avait toujours pas de preuves irréfutables, mais il sentait que le verrou allait sauter. Son instinct lui disait que la vérité n'était plus très loin. Et surtout, que quelqu'un, quelque part, n'allait plus tenir longtemps. Il convoqua de nouveau certains témoins, non pas pour les coincer, mais pour observer leurs réactions. Karim savait lire entre les lignes, déceler les tensions invisibles. Il remarqua chez Marceau une nervosité nouvelle, une rigidité inhabituelle. Rien de suffisant pour l'incriminer, mais assez pour éveiller son attention. Karim nota mentalement ce détail. Souvent, les témoins involontaires trahissaient leur savoir bien avant de parler. Pendant ce temps, Fred se retrouvait face à l'évidence, il ne pouvait plus reculer. Le regard de Victoire, de plus en plus interrogateur, l'obligeait à se positionner. Il sentait que continuer à se taire revenait à la perdre lentement. Cette perspective lui était devenue insupportable. Il se surprit à répéter mentalement les mots qu'il devrait prononcer, comme une confession qu'on répète avant de passer à l'acte. Victoire, de son côté, avait atteint un seuil critique. Elle n'acceptait plus ce mur de silence. Elle se préparait à exiger des explications, même si cela devait provoquer une crise. Elle ne voulait plus être dans l'attente, dans le doute. Cette détermination nouvelle la surprenait elle-même. Mais elle sentait qu'elle n'avait plus le choix. Chez Swazik, l'ambiance était tout aussi tendue. L'obsession de William pour Orso prenait une tournure presque inquiétante. Swazik commençait à se demander si cette fixation n'était pas le symptôme d'un mal plus profond, d'une angoisse qu'il refusait de nommer. Gloria tentait encore de temporiser, mais même elle percevait que quelque chose allait devoir être dit, tôt ou tard. Adam, silencieux, se sentait de plus en plus mis à l'écart, témoin d'adultes incapables de faire face à leurs propres failles. Mais c'est chez Erika que la tension atteignit son paroxysme. À force de retenir ses émotions, elle sentit une colère sourde monter en elle. Une colère contre Basile, contre Marceau, contre elle-même. Elle se demanda si elle n'était pas en train de se sacrifier pour une situation qui la dépassait complètement. Cette pensée, bien que fugace, la terrifia, car elle impliquait une remise en question de tout ce qu'elle croyait juste. Marceau, de son côté, arriva à une conclusion douloureuse. Quoi qu'il fasse désormais, quelqu'un serait détruit. Cette certitude l'écrasait. Il se demanda si la loyauté familiale valait réellement ce prix. Et surtout, s'il serait capable de vivre avec les conséquences de son choix, quel qu'il soit. Karim, en quittant le commissariat ce soir-là, sentit que l'équilibre était sur le point de rompre. Il ne savait pas encore comme, ni par qui, mais il savait que l'affaire de Mathieu n'allait pas se résoudre dans le calme. Trop de silence, trop de peur, trop de conscience en lutte. La nuit s'installa à nouveau sur la ville, plus lourde que les précédentes. Et dans cette obscurité, chacun comprenait, sans oser se l'avouer, que le prochain pas serait décisif. Le genre de pas qui change une vie à jamais. Il y a des instants où tout semble suspendu, comme si le monde attendait une décision que personne n'ose encore prendre. Cette impression s'imposa à Erika dès son réveil. Elle comprit, avant même d'ouvrir les yeux, que quelque chose allait changer. Pas nécessairement aujourd'hui, pas forcément de manière spectaculaire, mais irréversiblement. Le mensonge avait atteint sa limite. Elle le sentait dans son corps, dans cette fatigue profonde qui n'avait plus rien à voir avec la peur initiale, mais tout à voir avec l'usure morale. Basile, lui, avait cessé de lutter intérieurement. Il ne se justifiait plus vraiment.
Il se contentait de survivre d'une heure à l'autre, porté par une angoisse sourde et constante. Il observait Erika avec une culpabilité muette, conscient de l'avoir entraînée dans une spirale dont elle ne sortirait pas indemne. L'idée qu'elle puisse payer pour son acte le hantait plus que la perspective de sa propre chute. Pour la première fois depuis longtemps, il envisagea sérieusement l'aveu, non comme un geste héroïque, mais comme une délivrance possible. Marceau, lui, avait atteint le point de saturation. Son silence n'était plus seulement un poids, il était devenu une fracture intérieure. Il comprenait désormais que le choix qu'il avait repoussé s'était imposé à lui malgré tout. Il n'avait plus la naïveté de croire qu'il pourrait rester neutre. En gardant le secret, il avait déjà pris parti. Et cette prise de conscience le terrifiait autant qu'elle l'apaisait, car elle mettait enfin des mots sur son malaise. Au commissariat, Karim se préparait à une nouvelle phase de l'enquête. Il ne disposait toujours pas de l'élément décisif, celui qui permettrait de clore définitivement le dossier. Mais son intuition ne le trompait pas. Il sentait que la vérité était là, toute proche, enfermée dans les silences de ceux qui l'entouraient. Il savait aussi que ces affaires ne se résolvaient pas toujours par des preuves matérielles. Parfois, c'était l'humain qui cédait en premier. La confrontation que redoutait Erika arriva sans éclat. Pas d'arrestation soudaine, pas de cri. Juste un regard appuyé de Karim, une question posée différemment, un silence trop long pour être anodin. Erika comprit qu'il avait compris. Pas tout, pas encore, mais assez pour savoir qu'elle ne disait plus toute la vérité. Ce moment la brisa plus sûrement que n'importe quelle accusation. Elle se rendit compte qu'elle n'avait plus la force de tenir indéfiniment. Basile, en observant la scène à distance, sentit une panique glaciale l'envahir. Il vit le visage d'Erika se fermer, ses épaules s'affaisser imperceptiblement. Et il sut qu'il était arrivé au bout du chemin. Il ne pouvait plus la laisser porter ce poids. Cette certitude s'imposa à lui avec une clarté douloureuse. Pour la première fois, son désir de protection prit une forme différente, celle du renoncement. Marceau, témoin de cette tension muette, comprit que son silence touchait à sa fin, d'une manière ou d'une autre. Il réalisa que la vérité n'avait pas besoin d'être criée pour être destructrice. Elle s'infiltrait déjà, fissurait les liens, transformait les regards. Il se demanda, non sans amertume, si parler plus tôt aurait changé quoi que ce soit. Peut-être pas, peut-être que cette histoire n'avait jamais offert d'issue sans douleur. Pendant ce temps, d'autres vérités cherchaient elles aussi à émerger. Fred, acculé par le regard déterminé de Victoire, n'eut plus d'échappatoire. Le moment qu'il attendait n'existait pas. Il fallait parler, ici et maintenant, même si cela signifiait tout risquer. Victoire, en l'écoutant, comprit que le silence n'était pas un manque d'amour, mais une peur maladroite. Cette révélation ne résolvait pas tout, mais elle changeait la nature de leur fracture. Chez Swazik, la tension avec William atteignit également un point de rupture. L'obsession d'Orso ne pouvait plus masquer ce qu'elle révélait vraiment, une angoisse profonde, un déséquilibre que William refusait de reconnaître. Le dire à voix haute fut douloureux, mais nécessaire. Même Adam, témoin discret de ces échanges, sentit que quelque chose s'apaisait, comme si la vérité, aussi inconfortable soit-elle, avait au moins le mérite de clarifier les choses. Mais c'est autour de la mort de Mathieu que tout convergea. Karim, fidèle à lui-même, n'accusa personne sans preuve formelle. Pourtant, il fit comprendre, par ses mots soigneusement choisis, que le temps du silence était révolu. Qu'il savait qu'un acte désespéré avait été commis. Et que continuer à mentir ne ferait qu'aggraver les conséquences pour tous. Dans ce climat tendu, chacun comprit que la fin de cette histoire ne serait ni propre ni rassurante. Il n'y aurait pas de véritable vainqueur. Juste des survivants, marqués différemment. Erika, en particulier, prit conscience qu'elle ne serait plus jamais tout à fait la même. La captivité, la fuite, puis ce secret, avaient laissé une empreinte indélébile. Mais elle sut aussi, au fond d'elle, qu'elle ne pourrait pas éternellement se sacrifier pour les choix des autres. La vérité, désormais, était en marche. Qu'elle éclate demain ou plus tard importait peu. Elle avait déjà commencé à faire son œuvre. Les relations étaient fissurées, les consciences mises à nu, et chacun devait affronter ce qu'il était prêt à perdre pour protéger ceux qu'il aimait. Dans cette affaire, il n'y eut pas de justice immédiate, pas de résolution nette. Seulement la certitude que certains aveux, même tuent, changent à jamais la trajectoire des vies qu'ils traversent. Et que, parfois, entendre la vérité est déjà une condamnation en soi.